Bonjour et merci de nous suivre pour Débat de presse, l'émission de décryptage de l'actualité sur la RTB. Ce dimanche, on parle de cette décision du tribunal administratif de Ouagadougou qui ordonne la suspension du remplacement du maire de l'arrondissement 10 de la capitale burkinabé. Cette suspension du maire et d'autres conseillers municipaux est consécutive à une décision du ministère en charge de l'administration territoriale pour faire du nomadisme politique, entre autres, mais comme dans l'arrondissement 10, et d'autres maires, outre l'arrondissement 10, d'autres maires sont concernés par cette suspension, comme le maire de Nagrégo, où les populations ont même marché pour protester contre la décision du gouvernement burkinabé. Pourquoi l'État central intervient-il pour destituer des autorités locales qui ont reçu l'onction de leurs électeurs? Cette décision de justice ne renforce-t-elle pas la défiance de l'autorité de l'État? Réponse à débat de presse ce matin. Et à débat de presse, ces scènes de confraternité religieuse au Burkina Faso, les musulmans qui vont rompre le jeûne de Ramadan chez l'archevêque de Ouagadougou et où le cardinal Philippe Ouédraogo qui assiste à la prière de l'Aïd el-Fitr alors qu'il aurait pu être en train de diriger la messe le jour de l'Ascension. Loin d'un folklore, n'est-ce pas là un bel élan de solidarité humaine? Le hasard d'un calendrier a fait coïncider la fête de Ramadan avec la fête de l'Ascension, une belle occasion pour vivre dans l'unité ici au Faso. Comment comprendre donc ces faits? Cette confraternité religieuse, est-ce une spécificité burkinabé? On en parle donc ce matin, le Tchad avec cette clémence de l'Union africaine vis-à-vis du Tchad, notamment le Conseil militaire de transition. On attend demain 17 mai pour connaître la décision du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, mais tout porte à croire que l'Union africaine se dirige vers une décision indulgente. Pourquoi une telle posture? Pourquoi ce traitement de faveur alors que cela n'a pas été le cas pour le Mali? On en débat donc ce matin avec nos invités et avec nos invités. Le retour de Patrick Kachi, le Premier ministre ivoirien, après une hospitalisation en France. Il est rentré ce week-end à Abidjan en pleine forme selon une source proche du gouvernement ivoirien. Mais de quoi souffre le Premier ministre ivoirien? Faut-il s'inquiéter d'un syndrome ivoirien? Et en un an, le pays a connu 3 premiers ministres. Donc on en débat donc ce matin avec nos invités. C'est d'abord Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, analyste politique. Bonjour. Bonjour Fousseni, bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse ce matin, Boukari Ouoba de Mutation. Bonjour Boukari. Bonjour Kindo. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité à débat de presse, Bourema Ouédraogo, éditorialiste, directeur de publication du journal d'investigation Les Reporters. Bonjour Bourema. Bonjour Fousseni, bonjour à tous. Merci d'être là pour le débat. Et puis quatrième invité, Paul Miki Rwamba, directeur général de LCA, la chaîne africaine. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kindo et bonjour à tous. Et merci d'être là pour le débat. Paul, on commence avec vous d'ailleurs. Et cette décision du tribunal administratif de suspendre la décision du gouvernement burkinabé qui suspend un maire et ses conseillers. Comment vous analysez cette actualité? Est-ce que c'est une sorte de défiance à l'autorité des Delta? Non, je ne pense pas que c'est une défiance à l'autorité de l'État. C'est seulement l'expression du droit qui a été donc dit par le tribunal administratif après donc saisine de cette juridiction par le maire en question, si on fait référence justement à l'arrondissement d'ici à Ouagadougou. Et je crois que nous sommes dans un état de droit, les choses doivent fonctionner comme ça. Il appartient désormais au gouvernement, à travers ses conseillers juridiques, de faire attention en ce qui concerne certaines décisions qui sont prises. Parce que ce qui est arrivé à l'arrondissement 10 de Ouagadougou n'est pas une première. Il vous souviendra qu'il y a eu beaucoup de décisions pareilles du gouvernement à travers le Conseil des ministres ou à travers justement le ministère de l'Administration qui ont fini par être cassées par les tribunaux. Et il vous souviendra qu'en 2018, et je crois en mai 2018, il y a eu donc une décision du Conseil des ministres qui a suspendu le conseil municipal de Saponé et ensuite la justice également, le Conseil d'État notamment, a donné raison au conseil municipal qui a été remis en selle. Il y a eu pareille situation au niveau du conseil municipal de Goursi où le maire a eu donc des soucis avec l'administration et une autre décision de justice est venue donc remettre le maire dans ses fonctions. Et très récemment, on a connu effectivement cette décision donc de
Pazani concernant donc la destitution de la mosquée de Pazani, et on a vu effectivement la réaction des acteurs de la justice par rapport à cela. Donc tout ça mis ensemble, malheureusement, ça donne un cocktail d'événements pareils et qui ont été justement des décisions qui ont été prises par le gouvernement qui sont remises en cause par la justice. Donc aujourd'hui, alors si on continue comme ça, je crois que, comme vous l'avez dit en introduction, ça sera donc un élément qui va fragiliser un peu l'autorité de l'État, parce qu'à chaque fois quand vous prenez une décision qu'elle est cassée par la justice, cela montre quand même qu'en amont, vous n'avez pas pris toutes les précautions avant de prendre cette décision. Je parle des précautions juridiques. Et ensuite, ça donne donc une forme de faiblesse à l'autorité de l'État, et finalement, les gens ne vont pas faire confiance aux décisions qui sont prises par le gouvernement. Donc nous sommes malheureusement dans cette situation et on espère que des leçons seront tirées, mais je suis au regret de constater que depuis 2018, avec le cas Saponé, jusqu'à aujourd'hui, il me semble que les leçons n'ont pas été tirées, et voilà où on en est aujourd'hui avec cette décision du tribunal administratif. Oui, Bourema, le gouvernement est dans son droit, puisque c'est une disposition de la loi qui estime que le nomadisme politique ne doit plus être de mise dans le pays. Non, le gouvernement n'est pas dans son droit. Le gouvernement n'est pas dans son droit parce que le gouvernement n'a pas respecté la loi en la matière. Parce qu'en la matière, il n'appartient pas, aucune loi ne donne l'autorisation au ministre de l'administration territoriale, ministre d'État qu'il soit, d'écrire au commissaire et dit de déchoir des mains, il décrète la déchéance. C'est pas comme ça se passe. Il est vrai que, au nom par rapport à la loi contre le nomadisme politique, il est clair effectivement que, et ça aussi c'est l'autre aspect aussi qu'il ne faut pas ignorer, et les conseillers ou les élus locaux dans cette posture aussi doivent savoir qu'ils sont dans l'illégalité. Sauf que le gouvernement essaie de réparer une illégalité par l'illégalité. On est dans un état de droit et les choses sont... Il y a, comme on appelle, des prescriptions normatives pour régler les problèmes qui se posent dans un état de droit. Malheureusement, le gouvernement fonctionne comme si on est dans une sorte de œil pour œil, dent pour dent. Tu as déconné, ok, j'ai la puissance publique, je te tape dessus sans respecter les principes. C'est pas comme ça marche. On est dans un état de droit. La loi prévoit effectivement que si un conseiller démissionne de son parti, effectivement qu'il en tire les conséquences et il perd les bénéfices, en tout cas de son mandat, parce qu'il a obtenu le mandat sous la bannière du parti politique. Maintenant, est-ce que la loi dit que c'est le ministre de l'administration territoriale qui doit dire au commissaire d'avoir des lettres de déchéance de leur fonction des élus locaux concernés? Non. Si l'élu en question ne tire pas la conséquence du droit, il appartient aux partis politiques concernés de prendre toutes les dispositions, faire constater effectivement de façon légale le fait qu'il y ait une démission de fait, parce que ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que quand on est un militant du parti politique et qu'on se fait élire sous la bannière de notre parti, dans notre parti politique, il y a une démission de fait. Ça, c'est clair, c'est net. Ce n'est pas pour dire que les conseillers ou les maires en question ont raison, mais c'est pour dire que le gouvernement a l'obligation de respecter la loi dans toutes les décisions qu'il prend. Donc les conseillers peuvent peut-être prendre des libertés avec la loi, mais le gouvernement... Non, pas que les conseillers peuvent prendre des libertés avec la loi. Mais ce n'est pas parce que des individus ont pris des libertés avec la loi que ceux qui sont censés incarner la loi, incarner l'État et défendre la loi, doivent effectivement agir de la même façon. Parce que c'est là où c'est très dangereux. Parce que sinon, l'État, on se retrouve dans une situation où le gouvernement peut devenir délinquant comme n'importe quel autre délinquant. C'est ça qu'il faut éviter. S'il y a des actes de délinquance, la loi prévoit comment on règle les questions de délinquance. Il n'appartient pas au gouvernement de fonctionner aussi, de répondre par des actes de délinquance. Boukari Ouba. Non, moi je ne suis pas du tout surpris par cette remise en cause donc, de l'instruction qui avait été donnée par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale. Dès que j'ai vu la lettre à l'époque du ministre Clément Sawadgo, je me suis posé la question si c'était véritablement le ministre de l'administration territoriale qui agissait ou si c'était le vice-président du MPP qui agissait. Parce que visiblement, ceux qui ont intérêt à ce que le ministre a donné comme instruction soit mise en œuvre, c'est véritablement le MPP, l'UPC et un certain nombre de partis qui tous, en tout cas, sont aujourd'hui plus ou moins dans la majorité présidentielle. Donc, en agissant de la sorte, en utilisant la voie administrative pour régler le problème, on a l'impression plutôt qu'on mène un combat politique en utilisant l'administration. Il aurait été beaucoup plus simple, je pense, pour le ministre d'État en charge de l'administration territoriale de saisir la juridiction, au lieu de se faire rattraper plus tard par une décision de justice. Mais il semble bien qu'en décembre, effectivement, il avait requis l'avis du Conseil d'État, qui aussi a donné une réponse qui n'était pas tout à fait nette.
on peut comprendre aisément que la chose ne soit pas facile à traiter parce que Bourema parlait tout de suite de la démission de fait. Lorsque vous êtes membre d'un parti politique et que vous faites une lettre de démission, vous dites « je quitte le parti ». Mais c'est clair, c'est net. Ça veut dire que vous abandonnez du coup le mandat. Mais lorsque effectivement vous roulez pour un autre parti et à aucun moment il n'y a pas un acte matériel par lequel vous dites vous quittez le parti, on peut constater qu'effectivement que dans les faits, d'une manière en tout cas plus ou moins évidente, vous avez quitté le parti, mais il n'y a aucun acte matériel. Mais est-ce et ça, que là, on l'a connu. Est-ce que là, la discipline interne du parti d'origine du conseiller ne peut pas régler l'affaire? Non, ça s'applique, mais ça règle l'affaire peut-être à l'intérieur du parti, parce que je crois que les partis concernés ont pris un certain nombre de sanctions, de mesures contre les intéressés. Oui, mais s'ils les excluent d'office, en ce moment même, c'est l'intéressé, les conseillers en question qui bénéficient de la protection de la loi parce qu'ils s'en iront avec leur siège. C'est ce qui s'est passé pour que les 12 frondeurs de l'UPC aient usé tout le temps du mandat jusqu'à la veille des dernières élections avant de s'en aller. Donc ici, je crois qu'il y avait une sorte d'embarras pour les partis qui sont concernés de démettre ces gens-là. À l'intérieur, on peut les sanctionner, mais par rapport à leur siège, je crois que c'est véritablement la justice de trancher. Or, en l'espèce, je crois que la décision de l'avis du Conseil d'État n'était pas aussi claire. C'était peut-être assez clair pour ceux qui ont adressé des lettres de démission, mais pour ceux qui sont allés battre campagne pour un autre parti sans avoir dit formellement qu'ils démissionnaient. Et aujourd'hui, ces gens continuent d'ailleurs de clamer qu'ils n'ont pas démissionné. Il est difficile de faire la preuve qu'ils ont démissionné. Donc, ce n'est pas à l'administration territoriale véritablement de régler ça de la sorte. C'est peut-être de laisser aux partis qui sont concernés de saisir les tribunaux qu'il faut et d'attendre la décision du tribunal, parce que seule la justice est habilitée à trancher, de mon point de vue, en la matière. Oui, et Barry, donc avec cette décision du tribunal administratif de Ouagadougou, pour le cas de l'arrondissement 10, parce que ce n'est pas le seul cas, pour le cas de l'arrondissement 10, on peut dire que finalement, cette affaire est tombée à l'eau. Non, en fait, il y a une nuance ici, hein, on est en matière de droit. Il ne s'agit pas d'un arrêt, il s'agit d'un référé du tribunal administratif. Le référé étant donc une procédure qui permet à un demandeur de saisir le tribunal administratif pour qu'il ordonne, on peut le dire, l'arrêt d'une décision. C'est provisoire, c'est rapide, parce que vous voyez un peu, si par exemple cette mesure passe et qu'on met un autre maire à sa place, il serait un peu trop tard pour le demandeur de revenir. Donc on est en plein droit, c'est un référé, c'est pas un verdict du tribunal, parce qu'on n'a pas jugé au fond le dossier en question, et le dossier sera donc jugé plus tard, à mon avis. Maintenant, sur la polémique, le gouvernement a raison, il n'a pas raison. Bon, moi, est-ce que le droit ici interdit au ministère en charge de l'administration territoriale, qui est le ministère des tutelles, de rappeler ses conseillers ou ses maires à l'ordre, vu que le nomadisme politique au Burkina est sanctionné quand même depuis 2009. C'est vrai qu'avant ça, c'était un peu permis. On a vu en 93 donc la CNPP-PSD, où 9 députés avaient quitté à l'époque sur les 12 pour aller rejoindre la fêtière qui formera plus tard en février 96 donc le CDP. On a vu même en 2006 à Faramana, le maire à l'époque avait rejoint le parti au pouvoir et la population avait demandé donc son mandat. C'est vrai que depuis 2009, on est quand même dans un cadre constitutionnel où il y a une loi qui a été votée et qui sanctionne donc le nomadisme politique là. Donc moi je pense que il faut que nous respectons la Constitution, il faut que nous respections donc la loi. Ici évidemment sur la question du nomadisme politique, on peut l'analyser sur plusieurs aspects. Le premier aspect étant des questions de gouvernance démocratique au sein des partis, où le favoritisme, quand même, le manque de transparence au sein des partis favorise, si vous voulez bien, ce nomadisme, où d'autres, estimant avoir une certaine légitimité au niveau local, ne sont pas choisis candidats ou ne sont pas désignés ministres, donc finissent par aller dans un autre parti sans aller clairement. Et l'autre aspect qui se pose ici aussi, c'est la question de l'éthique en politique. Lorsque vous vous engagez dans un parti politique, vous vous engagez sur la base de
vos convictions, de défendre un certain nombre de valeurs. Et si à un moment donné, vous vous rendez compte que le parti ne répond pas aux convictions pour lesquelles vous vous êtes engagé en politique, moi je pense qu'il faut tirer toutes les conséquences et quitter définitivement. On ne peut pas rester dans un parti et battre campagne pour un autre parti, se présenter donc sous la bannière d'un autre parti politique. À mon sens, la question de l'éthique qui se pose fondamentalement, et malheureusement, c'est le peuple encore qui est la victime de cette couardise de la classe politique. Oui, Bourema, sur cette question de l'éthique et puis peut-être d'autres aspects. D'abord, c'est la question du référé. C'est vrai que c'est un référé, mais en fait, si on a suspendu, même si en référé, on suspend effectivement une décision, ça veut dire effectivement qu'il y a quand même un minimum de soupçon d'illégalité de cette décision. Sinon, le juge n'a aucun intérêt. Si c'était une décision qui était fondée effectivement sur des textes, le juge de référé, même en référé, il ne peut pas suspendre. Ça veut dire que s'il y a un acte de suspension, il y a une décision de suspension, en tout cas, dans l'analyse du juge, il s'est rendu compte effectivement qu'il y a quelque chose... D'autant plus que le référé a été publié par la presse, et dans la presse, on a vu les motivations du juge qui ont fondé sa prise de décision par la suite. La prise de décision. Deuxième chose, c'est que, en fait, si cette décision, ce qu'on reproche justement au gouvernement, c'est pas faute, c'est pas que il n'y a pas de fondement par rapport à cette décision de sanctionner les élus concernés. Parce que je suis d'accord avec Barry, il y a un minimum d'éthique aussi qu'il faut avoir en politique. Et nous ne devons pas encourager effectivement ces acteurs politiques-là à croire qu'ils peuvent riger avec la population au gré de leurs intérêts. Parce que ça, ce n'est ni plus ni moins qu'une façon de riger aussi le dos du peuple. Parce que tu obtiens un mandat sous la bannière d'un parti politique. Et la loi te dit, si tu quittes les partis politiques, tu perds l'exercice de ce mandat. Et pour ne pas perdre l'exercice du mandat, tu ne démissionnes pas formellement de ce parti, tu utilises peut-être le flou qu'il peut y avoir avec l'avis du Conseil d'État pour continuer à jouir d'un mandat indu. Ça, c'est moralement, on ne peut pas tolérer ça. Et il y a lieu, effectivement, au lieu que les populations commencent à marcher pour demander que ces maires-là restent en fonction, les populations doivent revendiquer que ces maires-là respectent les paroles en tant qu'acteurs politiques. Ils doivent demander justement que ces maires et ces élus locaux-là soient des exemples pour la population. On ne peut pas continuer impunément à tromper tout le monde et à croire. C'est là où on en veut au gouvernement, qui a de la matière pour décider, pour faire en sorte qu'on règle définitivement ces genres de questions avec des décisions légales et qui respectent et qui seront applaudies par l'ensemble des acteurs. Mais quand on prend des libertés avec des textes, on ne peut pas aussi encourager ça. Oui, Barry et ensuite Boukari. Oui, au fait, pour revenir à la question du référé, vous voyez, on est en droit où les choses sont quand même assez claires, voire très claires. En l'espèce, il n'y a pas de preuves matérielles qui prouvent qu'ils ont démissionné. Parce que pour démissionner, il faut écrire officiellement au parti, dire qu'on a démissionné. Mais ce sur quoi peut se fonder le gouvernement en l'espèce, c'est qu'on a quand même un qui s'est présenté aux dernières législatives sous la bannière d'un autre parti alors qu'il est du MPP. Je me dis que... Ils sont élus. Voilà. Donc, même si... Voilà. Donc, voilà. Donc, pour moi, est-ce qu'on peut d'un point de vue éthique et d'un point de vue de droit, appartenir à deux formations politiques à la fois? C'est pas possible. Donc, est-ce que le gouvernement doit laisser faire ces désordres politiques? Je me dis que, pour moi, il y a la question de l'éthique, mais pour moi, il faut mettre un terme à ce bordel. Oui, Boukari Bouba. Oui, Barry pose des questions intéressantes, mais en même temps, je me demande si, en regardant même notre arsenal juridique, que ce soit du point de vue de la Constitution ou bien du Code électoral, est-ce que vous verrez de façon assez nette quelque chose qui empêche un élu, effectivement, de porter un mandat de député pour X parti et un mandat d'élu local pour un parti Y. Nous tous, on voit que visiblement, ça ne devait pas être possible. Mais il n'est pas évident que la loi, effectivement, ait de façon assez explicite interdit une telle pratique. Donc je pense que ça pose aussi le problème certainement de la cohérence de nos textes et que ces événements qui se passent actuellement, c'est peut-être même une opportunité pour voir que justement il y a des insuffisances et qu'il va falloir corriger tout cela. Autre aspect, je crois que peut-être il y a on peut parler d'une sorte de jurisprudence ou en tout cas de démarche similaire. En 2010, je crois que Louis Armand Ouali a été la première victime de cette loi contre le nomadisme politique. Il était député au compte du RDB.
Et il a démissionné pour rejoindre l'UPC à la création de ce parti-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le président de l'Assemblée nationale à l'époque qui a saisi le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Et sur la base de cette décision, on a retiré le mandat de lui, Armand Ouali, pour le remettre à son suppléant qui était toujours donc au RDB. Donc ici, le président de l'Assemblée nationale n'a pas demandé... lui n'aurait même pas pu demander, puisqu'il est président de l'Assemblée nationale et que lui, Armand Ouali, siège à l'Assemblée nationale, il aurait pu le démettre d'une certaine manière directement. Mais il a demandé au Conseil constitutionnel qui a rendu une décision et sur la base de cette décision, il ne pouvait qu'effectivement remettre le mandat. Sauf que dans le cas de lui, Armand, en juin 2010, lui, Armand faisait partie d'un parti politique nouvellement créé, l'UPC, et donc il était dans le bureau politique d'un autre parti. Donc ici, on peut dire que juridiquement, il y a un acte qui prouve qu'il ait fait sa démission ou pas. On a un acte qui prouve qu'il a démissionné de son parti. Ici, c'est encore plus flagrant quand des gens partent prendre un mandat de député. Excuse-moi, Bouba. Oui. Mais quand on est élu conseiller municipal d'un parti X et qu'aux prochaines élections, on est candidat à l'élection législative sous la bannière d'un autre parti politique et qu'on est élu, moi je pense que le minimum de décence qu'il veut, c'est que on constate effectivement qu'on ait le courage de dire j'ai démissionné de mon ancien parti, je renonce à mon mandat de conseiller municipal. Sinon, tu ne peux pas dire j'ai été élu conseiller municipal sous la bannière, par exemple, d'un parti Tartampion, donc je suis militant de ce parti, et je suis élu ensuite député de ce parti, d'un parti Y, donc je suis militant de ce parti, on se retrouve militant de deux partis politiques. C'est pas possible. Non, enfin, on défend la même chose. Hein. Moi, je suis sur l'éthique politique. Voilà. On défend la même chose, l'éthique politique. Oui, Barry et Boukari termine. Pour terminer, je crois que le courage qu'on n'a pas eu avec les 12 députés de l'UPC, c'est ça qui explique la situation qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense que le Conseil constitutionnel aurait pu rendre une décision qui permettait de déchoir ces 12 députés-là de l'UPC. Vous ne pouvez pas à l'époque prétendre que vous n'êtes plus du groupe parlementaire UPC, mais vous êtes toujours du parti et vous ne participez même pas aux instants du parti. Et vous roulez et tout le monde a vu à la fin la conséquence, c'est qu'à la veille de l'ouverture de la campagne, ils ont démissionné formellement et ils sont allés dans d'autres partis. Donc c'était évident que ces gens-là n'étaient plus du parti. Et par rapport à l'acte du ministre, pour dire que peut-être, quand je soupçonne que c'est peut-être une main politique, je me pose la question, si c'était un conseiller, un maire CDP qui avait démissionné, venir au MPP, être élu député. Est-ce que vous imaginez facilement le ministre de l'administration territoriale, Clément Sawargo, vice-président du MPP, donner instruction au gouverneur de déchoir ce maire-là? Je ne le pense pas. Donc j'ai l'impression que véritablement il y a eu un calcul politique et que là on a utilisé l'administration pour régler le problème. Oui, Paul, pour terminer sur ce sujet. Alors, je pense que cette actualité que nous commentons là devrait être l'occasion effectivement de poser sur la table des débats la question donc du nomadisme politique qui est vraiment une gangrène au Burkina depuis un certain temps parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsque des gens sont à l'intérieur d'un parti politique, ils ont les mandats de parti et après ils ne sont pas en odeur de sainteté avec le parti politique, ils mettent un pied dehors alors que bon, quand il a un mandat à protéger. Et je crois également que ce sont les failles de la loi qui permettent ça parce que beaucoup de gens ont peut-être profité de ces failles de la loi pour continuer à jouir de leur mandat électif tout en étant justement en désaccord avec le parti politique. En la matière, les exemples sont légion et je crois qu'on en a beaucoup cité ici. Mais le problème que ça pose, et là je rejoins Boukari pour dire que cette décision donc, qui a été prise pour déchoir le maire de l'arrondissement 10, on y voit tout de suite une main politique. Parce que là, il est difficile en tout cas de faire la différence entre Clément Savadogo, l'homme politique, et Clément Savadogo, le ministre d'État chargé de l'administration, en prenant une telle décision qui cible quelqu'un qui est militant de son parti et qui s'est retrouvé justement à soutenir d'autres partis politiques. Parce qu'à l'intérieur également, on explique que le maire Jérémy Savadogo, à un moment donné, à un moment donné, avait vu qu'évidemment, il n'était pas bien positionné au niveau de son parti, donc il était plus considéré, etc. Et je crois que politiquement, le parti et le MPP notamment a sanctionné un certain nombre de ses militants après les élections de 2020. Ça doit s'arrêter là. Mais bon, quand l'administration se mélange à la politique, malheureusement, ça donne ce qu'on a vu. Et je crois que certains exemples qui ont eu lieu avant l'arrondissement 10, j'ai cité les exemples de Saponé, de Gourci, etc. Tous ces exemples montrent quand même qu'il s'agit le plus souvent de militants MPP qui se retrouve donc à dos avec son propre parti. Donc on peut imaginer que ça fait mal au responsable du parti et en la matière, les sanctions tombent aussi rapidement
qu'on a vu les sanctions tomber quand les militants de l'UPC ont créé le groupe parlementaire UPC-RD à l'époque, et tout le monde savait, n'importe qui savait qu'ils n'étaient plus avec le parti, mais ils n'ont pas dit qu'ils démissionnaient, donc ils ont profité du mandat jusqu'au bout. Le maire de l'arrondissement 10 s'appelle effectivement Jérémy Sawadogo. Jérémy Sawadogo, certainement toutes nos excuses. Oui, Bourema Ouedraogo, on va passer rapidement au second sujet de débat, c'est scène de confraternité religieuse au Burkina Faso. D'abord, il y a eu un fait, les musulmans qui vont rompre le jeûne de Ramadan chez le cardinal Philippe Ouedraogo, et le cardinal qui, par un hasard de calendrier, se retrouve à l'ère de la prière de Ramadan, qui coïncide aussi avec le jour de l'Ascension. Or, il aurait pu être à la messe en train d'officier la messe ce jour qui consacre aussi le fondement de la foi chrétienne, puisque l'Ascension, je parle sous le coup du pasteur Paul Rwamba, le prêtre Paul Niki Rwamba l'abbé. Et là, on voit ici des scènes de confraternité religieuse, mais bien au-delà des scènes d'élan de solidarité humaine. Est-ce que c'est votre avis? Oui, je crois que ce n'est pas un phénomène tout à fait nouveau au Burkina Faso. D'ailleurs, la présence du cardinal à la célébration, à la prière de Ramadan ou de Tabaski, c'est vraiment devenu maintenant une coutume, c'est devenu une coutume maintenant au Burkina. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est peut-être aussi le fait que la Ligue islamique, une association de musulmans, ait décidé d'aller à la cathédrale chez le cardinal pour rompre le jeûne et y faire la prière. Bon, ça c'est effectivement inédit de voir effectivement que des musulmans aillent installer quartier général, le temps de rompre le carême et puis faire toutes les prières musulmanes. On a même, il y a une scène qui circule sur les réseaux sociaux où un muezzin qui fait l'appel à la prière depuis la cathédrale. Et effectivement, ça c'est des scènes à encourager et qui sont des symboles forts aussi que, en fait, si nous croyons, nous sommes des croyants, nous devons avoir cette capacité de tolérer, de tolérance de la différence. Parce que c'est la différence, quand nous sommes une société humaine, nous ne pouvons pas être les mêmes. Il y a un certain nombre de différences, il y a des diversités, et c'est dans cette diversité-là que nous construisons notre richesse. Oui. Et en la matière, effectivement, les deux communautés religieuses, sinon même toutes les communautés religieuses, parce qu'on a vu effectivement que les autres communautés se sont joints au cardinal à la grande prière. Donc, mais ce qui... Donc, entre les communautés, moi je crois qu'il y a de plus en plus moins de risques, moins de problèmes de cohésion. Ce qu'il y a comme problème surtout, c'est des problèmes de cohésion intra-communauté. Comme par exemple au sein de la communauté musulmane. Ça, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a plus de difficultés de cohésion, en termes de cohésion intra-communauté, que de problèmes de cohésion intercommunauté religieuse au Burkina Faso. Et ça, effectivement, ces derniers exemples nous donnent des raisons d'espérer dans le cadre du dialogue interreligieux, mais nous interpelle aussi sur la nécessité de poser effectivement les vrais débats aussi sur la religion. Parce qu'on a comme l'impression que le fait de ne pas vouloir poser des débats sur la religion permet à certains groupuscules à l'intérieur de certaines religions de se prévoir d'un certain nombre de choses et qui portent atteinte à la cohésion sociale de façon générale. Oui, Paul Niki Rwamba. Oui, alors je crois qu'en la matière, le Burkina a quand même été un modèle en matière donc, de cohabitation interreligieuse. Comme Bourema l'a dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'actes qui sont posés par les leaders religieux qu'il convient d'encourager. Il a pris l'exemple du cardinal Philippe Ouedraogo qui participe chaque fois à la grande prière lors des grandes fêtes musulmane, c'est à la place de la nation, ici on est tous témoins. Alors avant cela, il faut rappeler d'ailleurs qu'il existe dans la ville de Dori ce que l'on appelait l'UFC, l'Union fraternelle des croyants, qui est une structure qui regroupe à la fois les catholiques, les protestants et les musulmans, dont la présidence est de façon tournante, les traditionnalistes aussi j'oubliais, dont la présidence est de façon tournante et qui a eu donc la confiance des partenaires depuis un certain temps, puisque c'est une structure quand même qui est assez crédible, qui fait beaucoup dans la promotion de cette cohabitation entre les religions. Ça, c'est un exemple également qu'il faut saluer. Alors, plus récemment aussi, on a eu, vous avez cité justement le fait que la Ligue islamique pour la paix a choisi d'aller rompre le jeûne lors des derniers jours donc, du jeûne au niveau de l'archevêché de Ouagadougou, avec le cardinal Philippe Ouedraogo qui a offert le repas. Et on a vu cette prière dans l'enceinte de l'archevêché, ce qui est donc une image forte pour montrer jusqu'à quel point on doit cultiver la cohabitation entre les religions. Avant cela, dans
la ville de Koudougou, je crois, samedi surpassé, il y a eu un grand concert de chorale. Un grand concert de chorale initié justement par les filles de la localité, lequel concert a réuni à la fois des chorales catholiques, protestants, musulmans et traditionnalistes. Et vous imaginez sur la même scène, ce sont des actions qui sont très bien à voir. Je crois bien qu'il va falloir promouvoir tout cela. Et en la matière, on peut dire que notre pays quand même a des leçons à donner aux autres, parce que dans certains autres pays, vous verrez que cette cohabitation entre les religions pose problème. Nous sommes un pays laïque également. La Constitution le dit clairement, aucune discrimination basée sur la religion ne peut être tolérée. Donc tout ça mis ensemble, je crois que c'est quelque chose à encourager. Nous sommes actuellement dans une situation où je pense bien qu'il faut identifier les leaders religieux qui sont initiateurs de ces occasions de retrouvailles entre les communautés, les féliciter, les encourager. Il faut continuer ainsi parce que on est dans une situation où lorsque des efforts sont fournis pour empêcher qu'il y ait un conflit, on ne les reconnaît pas tout de suite, mais quand il y a conflit, après on voit qui sont les acteurs de ce conflit-là. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager et c'est un acquis que nous avons parce qu'aujourd'hui, donc, pour le cas du Burkina, voyant tout cela, avec tous ces efforts qui ont été fournis, je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu même a décidé de garder la lune des musulmans là, jusqu'à jeudi pour dire allez-y fêter avec les chrétiens pour l'Assomption. Et on a eu les deux fêtes le même jour, c'est très symbolique et je crois qu'il faut prendre ça en compte. Une belle image, oui, Abdoulaye Bari. Bon, je vais aborder dans le même sens que l'homme de Dieu. Enfin, effectivement, on peut parler des modèles burkinabés en matière de cohabitation religieuse et je vais aborder dans le même sens qu'une ONG internationale, International Crisis Group, en 2016, qui a fait un rapport où apprécie la solidité de la cohabitation religieuse au Burkina parce que c'est un modèle dont l'organisation part donc du principe que dans un pays où on a 60% de musulmans, 19% de chrétiens, 15% d'animistes et 4% de protestants, on est cette solidité de la cohabitation religieuse dans une sous-région un peu en turbulence parce que lorsqu'on regarde dans les autres pays, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, on a une écrasante majorité de la population, dans l'ordre de 98-99% de la population qui est musulmane, donc le fossé est très très grand. Mais le Burkina, ce qui aurait pu être une faiblesse, se trouve être aujourd'hui une force par l'action commune, donc on peut dire, des leaders religieux, qu'ils soient musulmans ou de l'Église catholique, dont il faut vraiment saluer les efforts ici. Maintenant, il faut continuer à préserver donc cette cohabitation. À mon avis, on ne devrait même pas se retrouver aujourd'hui à un niveau où on s'inquiète, où on s'interroge sur la cohabitation religieuse. Donc, parce que, à notre avis, la religion doit nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes. Et lorsqu'on prend toutes ces religions-là, il doit avoir des valeurs communes de paix, de tolérance, de partage, de solidarité. C'est dire que nous avons les mêmes aspirations et que la religion devrait donc nous inciter à être la meilleure version de nous-mêmes. Une religion qui ne nous permet pas d'être meilleur, d'avoir une valeur ajoutée sur notre existence humaine, à mon avis, cesse d'être une religion. Donc, à mon avis, nous avons des valeurs communes, nous avons les défis communs, nous avons les mêmes émotions, nous avons les mêmes inquiétudes, les mêmes peurs dans un même pays, parce qu'un problème qui surgit dans un État ne va pas regarder la pièce d'identité pour savoir si Fousseni Kindo est musulman ou chrétien. Donc, nous avons les mêmes défis et il est important que l'on préserve donc ce ciment donc, de la cohabitation religieuse au Burkina que nous saluons avec tous les honneurs. Oui, Boukari Oba, une belle expression de Bari, religion, meilleure version de nous-mêmes. Absolument. Je crois que toutes les religions prêchent cela. Le religieux, c'est déjà celui qui est bien avec son entourage, avec son voisinage. Je crois que les exemples qui nous sont donnés par les organisations religieuses au plus haut niveau sont de bons exemples que les individus dont les croyants doivent suivre également pour que ça ne soit pas seulement à des occasions effectivement de grandes fêtes comme celles qu'on a connues et que ça ne soit pas seulement au niveau des fêtières qu'on peut observer cela. Il faut que ça soit au quotidien entre nous en tant que croyants avec notre voisinage. Tu es musulman, l'autre les protestants ou chrétiens,
l'autre il est traditionnaliste, vous devez pouvoir vivre ensemble. Je crois aussi que nous sommes dans une période où aujourd'hui tout ce qu'on prêche c'est la cohésion nationale, c'est la réconciliation, et je crois que les religieux viennent de donner encore un bel exemple, donc ils devaient pouvoir inspirer aussi bien au plus haut niveau les autorités politiques, donc au plan national, et montrer qu'on est capable de dépassement de soi et que nous ne sommes que des frères. Donc ces petites, j'allais dire, divergences ou différences doivent être plutôt une richesse que d'être quelque chose qui puisse nous fragiliser. Je crois qu'on s'est plus ou moins installé dans cette tradition, en tout cas, de confraternité religieuse, parce que les confrères l'ont rappelé ici. C'est coutumier pour l'archevêque surtout de se rendre donc à la grande place de la prière musulmane, que ce soit Tabaski ou Ramadan, et d'assister. Et cette année, on va dire que même les astres ont voulu cela, donc en faisant en sorte que l'Ascension et puis Ramadan viennent coïncider spécifiquement pour le cas du Burkina, parce que le Burkina aurait pu fêter un jour avant, donc en même temps que le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, mais chez nous, donc Dieu a voulu, les astres ont voulu que bon, ça soit le même jour que l'Ascension, et puis bon, on célèbre ça très bien. Donc c'est à encourager, mais peut-être aussi n'est pas en fait trop, faut pas qu'on va banaliser ça. Donc il faut faire ça dans les justes proportions et pour que de tomber dans le folklore. Exactement, pour que le symbole soit maintenu et qu'il soit fort. Autrement, certaines façons de faire peuvent amener que ça va tomber dans la banalité. Après, ça n'aura plus de sens. Sinon, c'est à encourager. Oui, Abdoulaye Bari. Oui, moi, il y a une image qui me touche beaucoup au Burkina. Vous partez dans une famille, vous trouvez madame est chrétienne, monsieur est musulman ou l'inverse. C'est dit que ça me touche parce que, voyez-vous, dans les autres pays, on va dire c'est inadmissible. C'est dit c'est un tabou, c'est pas possible. C'est un modèle burkinabé. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'ancien Premier ministre, mais c'est des exemples extrêmement rares dans les autres pays. Il faut préserver le modèle de cohabitation au Burkina, mais je voudrais aussi dire qu'il est important... Est-ce que c'est pas une sorte d'entente dans nos familles? Il y a une partie qui est musulmane, une partie est chrétienne, une partie est traditionnaliste, et le jour où certainement il y aura le paradis, bon... Donc, en tout état de cause, non, en tout état... Non, enfin, moi, ici, je ne vais pas rentrer dans les principes religieux, mais je vais dire, l'analyse porte sur les faits sociaux qui ont aussi un impact sur la religion. Ici, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça garantit la paix sociale? Oui, donc c'est un événement à saluer. Mais pour moi, il y a aussi des défis. Les défis sont de deux ordres, à mon avis. Il faut préserver la religion de la politique parce que nous avons vu dans les autres pays où il y a eu la catastrophe, en tout cas, beaucoup d'exemples prouvent que lorsque les politiques essaient de grignoter sur le terrain politique, c'est-à-dire donc en instrumentalisant la religion, la religion à des fins politiques, il y a la catastrophe qui arrive. Pour moi, les religieux doivent respecter leur territoire, rester dans leurs frontières, sans qu'on ait une instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Mais il est important aussi que le gouvernement, en tant que structure supra, comme je le dis, respecte le principe de la laïcité en préservant que ce soit les religieux, que ce soit les coutumiers, tous donc de la politique, parce que c'est un filon dangereux si on essaie de jouer sur ça. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des risques dangereux parce que certains hommes politiques essaient quand même d'instrumentaliser certains religieux à des fins politiques. Il faut préserver la cohabitation, ce modèle burkinabé. Préserver ce modèle burkinabé, c'est votre avis également, Bourema? Tout à fait. Et justement, j'aimerais si son dernier aspect pour interpeller les politiques. Parce que justement, même les quelques situations conflictuelles que nous avons relèvent soit de l'immixtion du politique, soit du refus de l'État d'assurer la régulation républicaine. Parce qu'on est dans un État de droit et la religion ne doit pas sortir du champ de la régulation républicaine. Parce que sinon, effectivement, certaines personnes peuvent, au nom de la croyance religieuse, se donner un certain nombre de libertés, comme ce qu'on a vu à Pazani. Parce qu'en fait, c'est des questions de fond qu'il faut que, si l'État n'assume pas ses responsabilités et qu'on exclut, on ne voit que les bons exemples, les modèles
et qu'on oublie les îlots aussi, les îlots de contre-exemples qui sont en train de se produire et qu'on les laisse se propager. Moi, j'ai bien peur justement que ces contre-exemples-là n'arrivent à un moment donné à prendre le dessus si effectivement les bonnes pratiques que nous avons jusqu'aujourd'hui. Parce que effectivement, la régulation voudrait que autant, effectivement, toutes les religions sont autonomes, sont libres, effectivement, la croyance religieuse est reconnue par notre Constitution, mais également aussi, il y a un minimum de textes, il y a un minimum de respect qu'il faut avoir vis-à-vis de l'espace public. Et au Burkina Faso, le problème qu'on a, on a comme l'impression que le politique, au nom d'un certain nombre de calculs purement électoralistes parfois aussi par crainte d'être secoué, parce qu'on se dit que si on touche à certaines communautés, ce n'est pas entraîner des remous, mais on ne doit pas craindre ça dans l'État. Si on veut continuer à préserver notre modèle, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse manier à la fois le bâton et la carotte. Oui, on va rapidement aller au troisième sujet, notamment le Tchad, Boukari Ouba. Et puis cette clémence, si on peut le dire ainsi, de l'Union africaine vis-à-vis du Tchad, on l'a vu, on attendait une décision le vendredi, et cette décision a encore été ramenée au lundi. Pourquoi cette hésitation de l'Union africaine? Or, ça n'a pas été le cas pour le Mali. Est-ce qu'il y a hésitation même? J'ai l'impression qu'il y a une volonté depuis que ce coup d'État a été perpétré, déjà qu'on ne semble pas tous s'accorder que c'était un coup d'État, parce que si tout le monde avait admis que c'était un coup d'État, les sanctions devaient tomber peut-être beaucoup plus logiquement et automatiquement. Mais depuis un certain moment, je crois que certains se refusent à admettre qu'il s'agit d'un coup d'État. Et ceux-là, c'est notamment l'Union africaine, c'est la France, la communauté internationale d'une manière générale. C'est vous et moi ici souvent qui pensons que c'est un coup d'État. Donc moi, ce qui se passe à l'Union africaine aujourd'hui, ça ne m'étonne pas du tout, parce que si effectivement il fallait sanctionner le Tchad, on n'aurait pas eu besoin d'attendre jusqu'à aujourd'hui en train de polémiquer là-dessus. Il y a eu donc mort du président en exercice. Il se trouve que heureusement nous sommes dans un pays qui a une constitution en vigueur, et la constitution justement est adoptée pour de pareilles situations, pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et la constitution dit clairement que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim, voilà, jusqu'à ce qu'on élit le nouveau président. Mais là, on voit que c'est les militaires qui ont pris l'affaire, donc ils continuent de gérer. Voilà, et beaucoup effectivement, il dit que le président de l'Assemblée nationale a renoncé parce qu'il serait malade, il est vieux, il est âgé, et pourtant il était président de l'Assemblée nationale. Il aurait dû démissionner de l'Assemblée nationale depuis, ou alors, lorsqu'on constate ça, il démissionne, et puis il y a un vice-président à l'Assemblée, on peut même organiser des élections à l'Assemblée, on va élire un nouveau président de l'Assemblée qui va venir prendre, parce que c'est comme ça, Faure est devenu président au Togo après la mort de son père. Donc, je pense qu'il y a une volonté manifeste, en tout cas des organisations internationales, d'une certaine manière, de préserver une sorte de continuité du régime de Idriss Déby. Et je pense que cette continuité-là est incarnée aujourd'hui par le meilleur de ces généraux-là au Tchad, qui est son propre fils. Donc, une sorte de reconnaissance aussi à Idriss Déby, qui peut-être avait de bons rapports, de bonnes relations avec un certain nombre de gens. Et vous savez que surtout qu'au niveau de l'Union africaine, actuellement, celui qui est le président de la commission, donc Moussa Faki, c'est un Tchadien, donc c'est quelqu'un de Déby, quelqu'un, on peut dire, qui a été placé là-bas par Déby. Et je me souviens très bien que peut-être même juste avant que Déby ne soit assassiné ou qu'il ne tombe au front, le même président de la commission avait fait une déclaration publique pour s'inquiéter de la montée des rebelles et de condamner justement cette tentative de déstabiliser donc le Tchad. Et puis 24 ou 48 heures après, Idriss Déby tombe au front, des militaires s'emparent du pouvoir, et là j'attendais encore un autre communiqué de la Commission de l'Union africaine qui va quand même s'inquiéter du fait qu'on est en train visiblement de marcher sur la Constitution. Il n'y a rien eu. Donc jusqu'aujourd'hui, tout ce qui se passe là, c'est logique. Oui, Barry, on voit là que le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine s'achemine vers un accompagnement du Tchad. Est-ce que vous comprenez cette décision si elle venait à être effective? Bon, je pense qu'ici, on est dans une sorte de réalisme qui repose sur un certain nombre d'arguments. Le premier argument étant
que le débit fils a été quand même investi par la communauté internationale sous l'égide de la France. Emmanuel Macron était là-bas. C'est une investiture, même si elle a été faite sous le couvert donc, des obsèques d'Idriss Déby. Les nouvelles autorités ont la caution morale et politique de la France, du G5 Sahel. Emmanuel Macron donc, a reçu quelques jours après ce que nous avons appelé donc l'investiture, le président en exercice de l'Union africaine, donc le président congolais Tshisekedi. Il est question donc évidemment d'accompagner ce processus parce que, quoi qu'on dise, l'Union africaine se trouve mis devant un fait accompli. Le deuxième élément se trouve être un argument donc sécuritaire. On est dans une région très instable et avec des pays, à la limite, si on est un peu indulgent, on va dire des pays faillis qui n'arrivent pas à assurer donc la sécurité sur leur propre territoire. Donc essayer d'aller dans une confrontation avec les nouvelles autorités donc du Tchad, c'est courir le risque de voir amputer, si vous voulez bien, la structure, les différentes entités en lutte contre le terrorisme. Donc être c'est une sorte d'amputé de leur meilleure membrane parce que, quoi qu'on dise, le Tchad reste la référence en matière de lutte contre le terrorisme au regard donc de la qualité donc de son armée, au regard de ses capacités opérationnelles. Donc le troisième élément et le dernier donc se trouve être le principe de la subsidiarité au niveau de l'Union africaine. Contrairement aux Nations Unies, les Nations Unies peuvent donc prendre une décision directement lorsque la sécurité internationale se trouve menacée, sans passer par ce qu'on appelle les CER, les commissions économiques régionales. Donc il se trouve que le Tchad est dans une région où la démocratie est la vertu la moins partagée. Donc au niveau, on a le Cameroun où le président a fait 30 ans, on a le Congo 30 ans, on a la Guinée équatoriale plus de 30 ans. Donc il est difficile dans ce contexte-là de parler de démocratie. Et à la différence de la CEDEAO, la CER à ce niveau-là n'est pas, on va dire, la démocratie n'est pas forcément sa vertu. La CEDEAO a des règles claires en matière de respect des principes démocratiques et dans le principe de subsidiarité, que ce soit sur le Mali ou d'autres pays, c'est la CEDEAO donc qui prend en premier la décision et porte cette décision au niveau donc de l'Union africaine qui l'entérine. Après, ça peut être au niveau du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. Il se trouve que donc dans la CER en Afrique centrale, il n'y a aucune structure, il n'y a aucune, voilà, la CEMAC n'existe pratiquement pas au plan politique pour prendre une telle décision, pour respecter donc les principes démocratiques. Oui, et Paul Miki, on l'a vu à N'Djamena lors des obsèques de Idriss Déby. La plupart des pays de la CEDEAO étaient favorables pour cet accompagnement, mais il y avait quand même des îlots de retranchement comme l'Algérie, le Ghana et peut-être certains pays de l'Afrique australe qui visiblement n'étaient pas totalement d'accord pour cet accompagnement. Et on a comme l'impression qu'ils se laissent convaincre. Non, je crois que c'est une situation qui divise toute l'Afrique. L'Union africaine est divisée par rapport à ce qui se passe donc au Mali. Je crois qu'il fallu commencer au Tchad. Je pense qu'il fallu commencer par définir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est agi d'un coup d'État ou autre chose? Et je crois que tout le débat part à partir de là. Mais moi, je pense qu'il s'est agi d'un coup d'État. Mais l'Union, le Conseil de paix et de sécurité avait envoyé une mission qui a enquêté. Justement, sur les circonstances de la mort d'Idriss Déby et la prise de pouvoir par l'armée. Alors, je crois que c'est à l'issue justement de cette rencontre que les résolutions ont été prises, les recommandations et tout qui ont été prises, même si dans le communiqué final, l'Union africaine n'a pas été très directe. Mais je ne pense pas qu'il y aura des sanctions. Parce que, comme Ouba l'a dit, si on devait aller aux sanctions, ça devrait tomber presque automatiquement, comme on l'a vu pour le cas de certains autres pays qui ont connu des situations de changement antidémocratique de régime. L'exemple le plus patent, c'est celui du Mali, parce que le Mali a été sanctionné, le Mali a été entre guillemets asphyxié en plus de la sanction. Mais pour le cas du Tchad, je crois que la division se fonde, comme Barry l'a dit, sur le débat entre le respect des principes édictés par l'Union africaine et la question du réalisme politique. On est plutôt allé vers le réalisme politique pour voir quelle est la situation donc au Tchad. Est-ce qu'il ne faut pas accompagner la junte au pouvoir? Est-ce que finalement les chefs d'État n'ont même pas peur des militaires tchadiens qui ont pris le pouvoir? C'est autant de questions que l'on se pose parce qu'on a déjà vu
commençant par la France, vous l'avez évoqué d'ailleurs, qui a fait une forme d'accompagnement très rapide d'ailleurs, donc du régime qui s'est emparé du pouvoir. Et quand la France a une position pareille, il est difficile justement pour les autres États africains, surtout de la zone francophone, de ramer à contre-courant parce qu'en la matière, pas mal d'exemples sont là pour donc étayer cela. Donc, on est dans cette situation et je pense que malheureusement, on est en train donc d'aller vers des non-sanctions pour le Tchad et ça peut malheureusement ouvrir un précédent dangereux parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce que l'Union africaine sera donc en posture prochainement de sanctionner un pays qui va connaître un coup d'État dans les circonstances comme celui du Tchad? Ça, c'est une grosse question que l'on se pose. Oui, Bourema Ouedraogo, Paul parle de réalisme politique qui est peut-être différent de la politique du réel. Mais ici, est-ce que vous comprenez peut-être ce traitement de faveur, si ça venait à être acté? Oui, en fait, je dirais comme les autres que c'est pratiquement acté, hein, parce que c'est pas, si sanctions devraient avoir, c'est pas pratiquement plus d'un mois après qu'il faut effectivement prendre les sanctions. Autrement, effectivement, on crée d'autres problèmes pour gérer la suite. Parce qu'au stade où on en est aujourd'hui, la transition est pratiquement en marche avec le conseil militaire au Tchad. S'il y a une remise en cause de cette transition, je crois que c'est en fait, on remet encore en retard le processus de restauration de l'ordre constitutionnel au Tchad. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que, en fait, c'est comme Barry l'a dit, au-delà même du principe de subsidiarité, les décisions au niveau de l'Union africaine aussi fonctionnent parfois aussi des réseaux d'influence et des réseaux d'influence qu'il peut y avoir. Or, déjà, on a comme l'impression que les 4 autres pays du G5 Sahel, avec les tuteurs français, ont déjà validé pratiquement, comme il l'a dit, ils ont déjà investi le Déby fils en marge des obsèques de son père. Et au sorti justement de ces obsèques, et malgré effectivement l'ébullition qu'il a semblé avoir au Tchad, en fait, il y avait 2 défis qu'il fallait relever et je crois que le conseil militaire est en train de les relever. Le premier défi, c'était d'abord de donner un semblant de transfert du pouvoir vers les civils. Là, ils ont nommé un premier ministre civil. On engage avec un gouvernement civil. Et puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fusion de sang pratiquement au quotidien à Djamena. Et si c'était aussi, je crois qu'ils ont réussi à étouffer effectivement les manifestations qui ont commencé à se... Même si les premières manifestations ont fait l'objet effectivement d'une répression sauvage, la suite, en fait, ils ont si étouffé effectivement les tentatives de manifestation dans l'œuf. Donc l'un dans l'autre, les militaires ont déjà créé les conditions effectivement pour gérer la transition durant les 18 prochains mois. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément par réalisme politique, mais il y a un constat de fait aujourd'hui que si on remet en cause le processus actuellement, on risque de créer plus de problèmes qu'on en résoudra. Barry. Oui, enfin, je vais ajouter 2 autres éléments, voire 3. Le premier étant quand même que Moussa Faki étant tchadien se trouve dans une position inconfortable aujourd'hui parce que il est évident que les confidences au niveau du Tchad savent que Moussa Faki, ancien ministre des Affaires étrangères d'Idriss Déby, fait partie donc de la short list de ceux qui doivent aspirer donc à assurer la suite, je veux dire le dauphin d'Idriss Déby si il avait était là et que si un jour il décidait de quitter le pouvoir, Moussa Faki fait partie de ceux qui étaient sur la short list en tant que dauphin. Le deuxième élément, c'est le processus actuel qui est en cours, quoi qu'on dise. Il reste quand même qu'on a un gouvernement qui regroupe la grande partie des forces politiques et sociales au Tchad, même si, bon, Success Mara, le jeune homme politique du Tchad, refuse d'intégrer le gouvernement. D'une manière générale, les forces politiques du Tchad sont quand même intégrées dans le gouvernement et on a un gouvernement dirigé par un civil qui désormais prend les choses en charge. Donc c'est des arguments qui plaident en faveur donc, du soutien, de l'accompagnement de l'Union africaine, même si d'un point de vue respect des principes démocratiques, on mettra du temps à comprendre cette attitude-là. D'accord. Très rapidement, on va aborder la Côte d'Ivoire pour terminer avec ce bulletin de santé du Premier ministre Patrick Achibou Kaliouba. On l'a vu, il est rentré ce week-end de France après une hospitalisation et selon une source proche du gouvernement ivoirien, il est rentré en pleine forme. Et
sans que le gouvernement n'ait communiqué sur de quoi souffre réellement le Premier ministre Patrick Achi, et puis finalement des inquiétudes qui commencent à gagner beaucoup d'Ivoiriens. Est-ce qu'on peut craindre un syndrome ivoirien en un an, 3 premiers ministres? On peut craindre, c'est pour cela qu'on en parle. Sinon, régulièrement, des hommes politiques s'en vont se soigner en France et puis reviennent. Mais bon, ça ne fait pas forcément une actualité internationale ou africaine. Si on parle pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on a des précédents. Et donc, on a comme l'impression que cette Côte d'Ivoire-là est hantée par le syndrome ce que vous nommez syndrome ivoirien, à savoir donc la disparition de ces premiers ministres. Donc, il y a déjà eu 2 cas. Qui était quand même assez surprenant. On sait que le premier il était assez âgé et puis le deuxième on parle de cancer foudroyant, donc quelqu'un qui tombe vraiment au moment où on ne pouvait même pas l'imaginer. Et puis bon, aujourd'hui c'est Patrick Achi qui vient donc de prendre le fauteuil de la primature à peine quelques mois et qui est déjà hospitalisé 2 fois. Bon, il allait d'abord pour une intervention, il revient, ça ne va pas, il repart et puis il revient et on nous annonce qu'il va très bien. Tout ce qu'on puisse souhaiter, c'est qu'effectivement, on n'ait plus l'occasion de revenir ici pour parler de la santé d'un Premier ministre ivoirien. Il est revenu, on a dit, il se porte bien, on lui souhaite de très bien se porter. Je crois qu'on ne va pas aller dans les détails pour chercher de quoi il souffre. Chacun de nous a ses petites maladies. On peut lui souhaiter une très bonne guérison et véritablement espérer que, les choses vont en rester là, quoi. Voilà, pour qu'on n'ait plus à en reparler. Oui, vraiment. Non, mais je crois que c'est. Voilà, ce qui pose problème, ce qui en tout cas fait débat, c'est le fait effectivement que c'est le 3e Premier ministre en moins d'1 an et que ces 2 prédécesseurs soient morts effectivement dans des conditions effectivement un peu presque similaires que sa situation actuelle, parce que on est dans une situation où au début, les politiques refusent même d'ailleurs déjà de reconnaître la maladie du Premier ministre, comme si le fait d'être Premier ministre leur enlève les caractères humains qui fait qu'ils peuvent tomber malades, ils peuvent mourir. Ça, tous Premiers ministres c'est des mortels comme tous les autres humains. Donc, s'ils sont malades, je ne vois pas où il y a débat. Ça fait débat justement parce que le politique a tendance à refuser et à accepter que ces Premiers ministres soient malades. C'était pareil pour Gon Coulibaly. Et jusqu'à ce qu'il revienne, on a même fait une cérémonie haute en couleur pour l'acclamer à la primature quand il est revenu. 4 jours plus tard, son cœur a lâché. Ahmed Bakayoko, on a commencé à dire qu'il était malade et que c'était grave. On a dit que c'était juste une maladie bénigne et qu'il allait revenir. Il a fallu attendre sa mort pour qu'on sache qu'il souffrait d'un cancer foudroyant. Et aujourd'hui, Achi est malade. On nous dit c'était une maladie bénigne, il a fait une première intervention, sauf qu'il rentre le 7 ou 5 ans, le week et 3 jours plus tard, il est obligé de repartir parce que ça ne va pas. Il revient. Tout ce qu'on souhaite, effectivement, comme l'a dit Oba, c'est qu'il se porte bien. Parce que il n'est pas dans. Le débat, ce n'est pas de lui souhaiter autre chose que la meilleure santé. Le débat, c'est que les politiques acceptent de communiquer, acceptent de reconnaître que tout Premier ministre, tout président ils sont des humains, donc des mortels comme tous les autres. Et c'est en cela, effectivement, qu'on va arriver à des situations où la mort de ces acteurs politiques-là ne va pas susciter beaucoup de suspicions, comme c'est le cas actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que quand on cache la maladie, ça veut dire qu'on cache autre chose. Oui, Barry, c'est votre avis aussi d'avoir de la transparence sur la santé de ceux qui nous gouvernent? Enfin, je ne peux pas répondre ni par oui ni par non, mais je vais dire que nous sommes en Afrique et que nous sommes dans des pays qui ont leurs traditions, où les gens ont leurs mécanismes psychologiques. Donc, de tradition, c'est des pays de tradition martiale généralement. Et là où, d'un point de vue psychologique, on met le détenteur du pouvoir, c'est pas la même chose que le président européen dont la maladie ne dit rien à quelqu'un. C'est-à-dire que chez nous,
le dirigeant, c'est un homme fort. C'est comme ça que ça a toujours été. Donc, c'est pour cela que ces derniers temps, avec la démocratisation, on apprend de plus en plus parce que l'information s'est démocratisée. On a accès à l'information. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on peut apprendre que le président de la République, il est malade. Le Premier ministre, il est malade. Ça nous étonne parce qu'on n'était pas habitué à voir ça sur la place publique, mais désormais, il va falloir qu'on intègre ça dans nos analyses. Le président est un humain, le Premier ministre est un humain, donc ils peuvent tomber malades et avec la démocratisation de l'information, le peuple va apprendre. En ce qui concerne le Premier ministre ivoirien, effectivement, il est malade, on va dire même il est maladif, parce qu'avant d'être nommé Premier ministre, dans les circonstances qu'on sait, il traînait donc comme beaucoup d'acteurs de la classe politique ivoirienne, c'est bobo comme on dit. Il a été il y a 2 semaines à l'hôpital américain de Paris pour se soigner. Il y a eu une intervention. Il est revenu, ça ne marchait pas trop et le président Alassane, selon en tout cas des sources proches de la présidence ivoirienne, a demandé à ce qu'il reparte donc revoir sa maladie. Il est parti, bon, Dieu merci, il n'a pas duré là-bas. Il est revenu très tôt et on lui souhaite quand même de tenir très bon parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pilier pour l'équilibre de la région, c'est un pilier pour beaucoup de pays. On lui souhaite meilleure santé. Paul, 30 secondes, meilleure santé également à Patrick Hachi, le Premier ministre ivoirien. On espère qu'il va effectivement mieux parce que ça a été dit qu'il est revenu plus en forme. On a vu l'accueil qui lui a été réservé à l'aéroport à sa descente d'avion par les membres du gouvernement. Donc ça montre quand même que c'est une situation peut-être maîtrisée. Mais je pense que cette omerta sur la santé des chefs d'État, surtout, enfin des premiers ministres, surtout pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a eu des précédents. Et nous sommes en Afrique, comme Barry l'a dit, on a bien peur certainement que des gens fassent des interpellations, des interprétations métaphysique, parce que est-ce que finalement le fauteuil du Premier ministre en Côte d'Ivoire n'est pas hanté? Voilà la grosse question qui fait certainement que les gens ne voudront pas trop parler de ça et que l'on peut... On va aller jusqu'à... ouais, pourquoi pas. Et on va aller jusqu'à faire en sorte que, bon, à minimiser, si vous voulez, la gravité de la maladie d'un Premier ministre. C'est peut-être la justification que l'on peut donner, parce qu'en Afrique, bien souvent, on va au-delà des explications scientifiques que l'on peut avoir par rapport à une maladie et on va trouver d'autres explications ailleurs comme les questions justement de génie, des questions de fauteuil hanté, etc. Mais on espère effectivement, comme les autres l'ont dit, que le Premier ministre va très bien en Côte d'Ivoire et qu'il va travailler pour le rayonnement de ce pays qui est effectivement un pays central pour la sous-région. Merci à vous, Paul Miki-Rwamba. Je rappelle que vous êtes directeur général de la chaîne africaine. Était là également pour ce débat Bourema Ouedraogo, du journal d'investigation Le Reporter, éditorialiste et analyste politique. Boukari Woba est de mutation, il était avec nous. Et enfin, Abdoulaye Barry, journaliste indépendant, analyste politique, était aussi à ce débat. Merci à vous pour votre attention à ce débat. Dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.